Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent. Bienvenue dans votre émission du dimanche soir sur les ondes de Sud Radio. Vous pouvez retrouver ici chaque dimanche ceux qui prennent le risque de chemins parfois ardus à la recherche du meilleur d'eux-mêmes. Car l'excellence ne connaît pas de barrière, elle se définit aussi par l'implication dans ce fameux parcours qui écrit les destins et les lits, quel que soit le secteur d'expression. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un vrai champion, le Squall, comme il a été surnommé par ses coéquipiers et le public. Un spécialiste des épreuves de sprint et de demi-fond en nage libre, double médaille d'or olympique et double champion du monde. La liste de ses victoires est impressionnante. Un homme qui a su se réinventer et qui vient nous raconter tout cela et plus s'il veut bien. Et j'ai nommé Yannick Agnel, vous l'aurez reconnu. Et puisque l'on parle du rapport au corps et du dépassement de soi, en seconde partie d'émission, il sera rejoint par un soignant, un professeur en chirurgie esthétique reconstructrice qui s'est spécialisé dans l'accompagnement et la renaissance en quelque sorte des grands brûlés. Un magicien, on peut le dire, et c'est le président de la Société française d'études et de traitement des brûlés et chef du service esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, le professeur Maurice Mimoun. En bulle French Tech sur Sud Radio, on partira en région grenobloise à la découverte de la start-up Essential Robotics, un fleuron de notre French Touch qui développe des robots d'assistance chirurgicale ou quand la science-fiction rattrape le réel. Tout cela à travers et avec sa directrice exécutive Laurence Chabana. On va en apprendre ensemble des trucs ce soir. Et c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Yannick Agnel et bienvenue sur Bonsoir Sud Radio. Judith. Alors, on va se faire un petit plaisir. Allez-y, Quentin. C'est la course la plus importante de sa jeune carrière. Allez Yannick, c'est parti. 35 mètres encore pour le titre. Yannick Agnel qui commence à accélérer. 25 mètres, c'est une démonstration. C'est le talent. C'est le plus grand nageur de ces championnats pour l'instant. Yannick Agnel entre magistralement une troisième médaille d'or à la France. Stratosphérique, énorme, phénoménal. Yannick Agnel est le roi de ces Jeux olympiques. Quel moment! Ouais, Yannick j'ai eu la Agnel. chance, en réécoutant, Ouais. je suis rare sont les personnes qui ont réussi à faire hurler une ministre. Oui. Donc, Donc pour nos auditeurs, hein, on vient d'entendre, donc on est avec Yannick Agnel et on vient d'entendre votre double victoire historique et unique. En l'occurrence là, on parle du 200 mètres nage libre, hein, mais c'est la double médaille d'or pour le 200 mètres nage libre et le 400 x 100 mètres relais lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Quel moment incroyable! Comment on se sent quand on gagne une double médaille d'or aux Jeux Olympiques, Yannick Agnel? je sais pas, je crois que c'est un tel tourbillon à ce moment-là, il faudrait que je me replonge vraiment Ouais. dans, Mais vous pouvez toutes reparler ces- de l'émotion ouais, peut-être? ces souvenirs-là. Mais oui, Ouais. en fait, je crois qu'on touche... c'est assez ambivalent parce que à la fois on touche plus terre, on ne sait pas ce qui se passe au sortir du 200 mètres. Il me semble que j'ai serré la main à François Hollande en Il slip vous de bain, semble. littéralement. Donc encore une fois, Ouais. qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette vie? Ouais. J'ai 20 ans, voilà, c'est assez particulier. Et d'un autre côté, c'est une semaine qui est assez longue, j'avais un programme assez chargé et je savais qu'il fallait que je reste plutôt concentré, vraiment focus sur les courses suivantes, venir et notamment ensuite. parce que la finale du 4 x 100 mètres, Ouais. donc qui a été notre première médaille, est arrivée vraiment en tout début de programme. Et je crois que j'ai nagé peut-être 10 fois, aux alentours de 10 fois en tout dans cette semaine-là, donc Ouais. je savais que Il fallait tenir le le truc, lendemain, quoi. voilà, déjà le soir, il fallait que j'essaie de dormir, et puis il fallait que je mange riz, dinde, haricots verts, quoi. Alors par ailleurs, Yannick Agnel, vous êtes le seul nageur qui ait nagé moins de 48 secondes sur 100 mètres nage libre, moins d'1 minute 44 secondes sur 200 mètres nage libre et moins de 3 minutes 44 sur 400 mètres nage libre. Bravo, c'est excellent. Dans quel état d'esprit on est après un tel palmarès quand même? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait en général? Vous vous posez la question, c'est quelque chose que vous matérialisez? Je ne sais pas si on se pose vraiment la question. On me l'a beaucoup posé, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui change quand on est dans ce quotidien-là, parce qu'on le fait pas. On le fait pour des raisons qui sont très personnelles et qui sont, je pense, de l'ordre de l'intime, avec cet amour de la compétition, cet amour du dépassement de soi. du dépassement de soi aussi. Donc, j'ai toujours nagé par plaisir. Je crois que le vrai moment où j'ai senti que j'avais peut-être eu un impact sur le monde extérieur, ça a été pas directement après les Jeux Olympiques, qui sont une vraie déferlante et où on n'a pas le temps de s'arrêter pour penser, pour ressentir, mais plutôt 6 mois, 1 an après,
où, en me baladant dans la rue, il y a des gamins qui s'arrêtent, qui se figent et qui vous regardent avec des étoiles dans les yeux. Et là, on se dit, waouh, j'ai peut-être... je crois que c'est le plus beau cadeau d'arriver à transmettre une passion, à transmettre quelque chose. Tout à fait. Alors, vous êtes un puriste de la natation, puis on va se référer à un moment particulier. C'est votre refus de porter la combinaison en plastique en 2009, la fameuse combinaison dont vous aviez pourtant reconnu le pouvoir flottant, d'ailleurs. Vous avez ce jour-là battu votre propre cours personnel, mais vous n'êtes arrivé que 10e aux 200 mètres nage libre en maillot, donc en slip de bain. Est-ce que vous pensez que ça a joué ? Pourquoi est-ce que vous avez refusé de la porter, cette combinaison ? Parce que j'étais jeune et que je considérais à l'époque que j'avais une marge de progression suffisante. Vous n'avez pas besoin d'un attribut en plus, c'est ça ? Déjà, il y avait ça, donc c'était purement de l'ego. Et puis, il y avait une réflexion, je pense, derrière, qui était plus de l'ordre éthique, où tout le monde, c'était la ruée vers le polyuréthane. Et où je considérais ça vraiment comme du dopage technologique et auquel j'ai succombé. D'ailleurs, je m'en fais pas un chant très particulièrement, mais j'y ai succombé quelques mois après. Je crois que c'était au championnat d'Europe junior. Et est-ce que ça change vraiment quelque chose alors ? Écoutez, peu importe qui vous êtes, si vous arrivez à l'enfiler, parce qu'il faut quand même, c'est quand même très près du corps, c'est une sorte de peau de requin. Pour un squal, ça va en même temps. C'est vrai, bravo. Si vous arrivez à l'enfiler et que vous vous mettez à plat dans votre piscine l'été, vous avez juste à prendre la caipirinha sur le côté, vous flottez, c'est incroyable. Donc en fait, ça rebattait complètement les cartes de ce que devait être un nageur, qui était moins un nageur que finalement un type qui construisait une sorte de montagne de muscles et de force, et qui pouvait flotter jusqu'à la fin de la course, puisque sans la combinaison, on s'affaisse dans l'eau, donc on est... forcément ça change vraiment hydrodynamique. Quelque chose. D'accord. Alors Yannick Agnel, vous dites aussi, je vous cite, la capacité d'un sportif, c'est son adaptation. Si la langue française le permettait, est-ce que ça rimerait avec résilience chez vous ? Est-ce que vous pensez que le dépassement de soi, ça passe aussi par le dépassement de la douleur, par un mental, etc. L'adaptation, c'est lié à tout ça ? Oui, et d'autant plus, je pense que mes camarades qui sont encore en activité... nous ferait pas mentir si on le disait dans cette période de pandémie, mais c'est le plus important, et c'est en tout cas le trait qui caractérise beaucoup les grands sportifs en général. Beaucoup de champions, les très grands champions. Ça, et je pense le fait d'arriver, de savoir s'écouter. Je pense à un grand champion en particulier, par exemple Florent Manodou, qui, à l'inverse de moi, a été capable au moment opportun de savoir dire non. C'est-à-dire de dire, écoutez, là... Après cette compétition-là, j'ai envie de faire un break, j'ai envie de faire autre chose. Je m'autorise à le faire. Vous êtes autorisé à arrêter pourtant ? Oui, tout à fait. Mais j'ai eu du mal à dire non dans ma vie, ce qui m'a coûté de me prendre des murs qui sont enrichissants derrière. Mais sur le moment, ça fait mal. Donc pour être un grand sportif, il faut aussi savoir dire non ? Oui. Oui, d'accord. On se dit pas ça du tout, justement. En l'occurrence, on se dit que vous avez aucune limite. Non, je pense que c'est pas le fait de savoir dire non, plus que le fait de se connaître soi-même. Parce qu'en fait, son propre corps et notre corps est notre outil de travail, au final. Bien sûr. Donc on est des sortes de Formule 1 et on sent quand les gonds commencent à sortir, etc. Et c'est important d'avoir cette connaissance-là. Et je crois qu'au bout d'un moment, ce sont d'ailleurs les détails de la vie, plus que l'entraînement en lui-même, qui finissent par compter, puisque à très très haut niveau, on s'entraîne tous quasiment de la même manière, tous avec un nombre d'heures défini, je sais pas, peut-être entre 6 et 8 heures par semaine, mais justement ce sera tout ce qu'il y a autour de cette performance-là, tous ces détails qui vont faire la différence, c'est-à-dire est-ce que vous mangez varié, équilibré, est-ce que vous vous couchez avant 10 heures le soir, tout ce genre de petites choses sur lesquelles ça paraît rien et ça paraît aberrant aujourd'hui d'en parler comme ça à l'ère du téléphone portable et des écrans et du bombardement oculaire, de la lumière bleue où on finit par se coucher à des heures indécentes, moi y compris, puisque aujourd'hui je me couche à l'heure où je me levais à l'époque de ma carrière, mais je crois que c'est important et c'est important de le rappeler que
ça paraît être une sorte de truisme ou d'aphorisme un peu bidon, mais le sport, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est une vraie école philosophie de la vie. Quoi, aussi. Ouais, tout à fait. Et surtout, ça construit la jeunesse, ça la fortifie. À une époque où aujourd'hui, on est sur des gamins de 15 ans qui ont le cœur qu'avait une personne de 40 ans dans les années 70. Quoi. Donc c'est assez important de le rappeler et on le dira jamais assez. Stop à la sédentarité. Quoi. Et il y a des enfants qui ont le cœur d'une personne de 40 ans dans les années 70, c'est ça que vous avez dit? C'est la moyenne, oui. Ah ouais? La moyenne aujourd'hui, oui. D'accord. Pourquoi? Parce que la moyenne des enfants de 15 ans ont le cœur d'une personne de 40 ans. Oui, parce qu'ils sont pas assez actifs. Alors, pour tout un tas de raisons. On arrive dans l'adolescence, donc là où on faisait du sport plutôt quotidiennement. Bien sûr. Voilà, on préfère d'autres sujets. Il y a le bac qui arrive où tout le monde vous explique que les études, c'est bien plus important que le sport. Il y a tout un système social qui fait que vous êtes dans un confort permanent. Vous n'avez plus besoin entre eux. On parlait des écrans, mais c'est une chose. On peut parler des Uber Eats, des Deliveroo. Je ne sais pas si on a le droit de citer de marques particulières. On peut, c'est pas grave, on est à la radio. Mais voilà, tout ce système-là fait que on bouge de moins en moins et qu'on va finir comme dans Wall-E d'ici quelques années si on ne fait pas attention. Donc, on peut tout utiliser, mais il faut le faire avec parcimonie. Ouais. Écoutez notre grand champion, un esprit sain dans un corps sain sur Sud Radio. Vous êtes donc bien sur Sud Radio et nous aussi en compagnie de notre champion national Yannick Agnel qui sera rejoint en seconde partie de l'émission par un champion d'un autre genre, le chirurgien spécialiste de la chirurgie reconstructive des grands brûlés, entre autres Maurice Mimoun. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent pour vous jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Ce soir, à mes côtés pour vous sur Sud Radio, un squale d'eau douce, un champion incontesté que les Français connaissent tous et c'est bien le double champion olympique Yannick Agnel qui sera rejoint dans peu de temps par un chirurgien magicien, le docteur Maurice Mimoun. Les deux sont avec nous en studio. Je ne vous dis que cela. Juste avant de retrouver Maurice Mimoun, on ira faire un petit tour dans la région grenobloise en bulle French Tech à la découverte de la start-up Essential Robotics, un des leaders dans la robotique chirurgicale avec sa directrice exécutive, Laurence Chabana. Mais tout de suite, on continue avec Yannick Agnel. Alors Yannick, j'ai appris que vos parents vous avaient nommé avec ce joli prénom en hommage à un autre Yannick que les Français aiment beaucoup, Yannick Noah. Ils vous rêvaient chanteur ou tennisman, vos parents? C'est ça, je sais que vous avez commencé par le tennis en plus. Hein. Oui. Alors oui, mon père, mes parents, on peut dire, sont vraiment férus de tennis, de sport en général. J'ai vraiment grandi dans une bulle très sportive. D'accord. Et ça a fait partie. Alors en fait, ils se sont posés plusieurs questions. Ils savaient que j'allais être très très grand, donc ils se sont dit Alexandre, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a eu pas mal de tergiversations, je pense. Petit. Et oui, et ce qui est d'ailleurs très chouette, c'est que de très longues années après, quand j'ai eu la chance, l'honneur de rencontrer Yannick, je lui ai raconté toute cette histoire-là, et puis c'est une amitié qui continue, qui est née. Et vos parents l'ont rencontré, du coup, ils sont contents? Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait jamais croisé. Non, je crois pas, même pas. D'accord, mais il faudrait leur présenter quand même. Si, peut-être une fois aux Jeux Olympiques. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, vos parents, justement, ils étaient respectivement votre papa infirmier et votre maman directrice des ressources humaines. Hein, donc, on peut pas préjuger au départ, même si maintenant vous m'avez dit qu'ils étaient férus de sport, on peut pas préjuger de la future carrière internationale de champion de monde, etc., de natation que vous allez faire. D'ailleurs, comme je le disais, à vos départs, vous avez essayé le tennis avant de nager. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à devenir nageur? C'est l'eau, c'est une révélation pour vous? C'est un élément qui vous parle? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup de sport, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Mes parents m'ont inscrit dans beaucoup de clubs différents. Je suis né en 1992, donc c'était un peu la génération David Douillet à l'époque, etc. Donc ça a été le judo. Le judo, on m'a dit il faut pas tomber, donc j'ai fait que ça. Et donc ils se sont dit c'est peut-être pas pour lui. Et puis bien heureux la décision, puisque si c'était pour tomber face à Teddy Riner, ça aurait été compliqué. donc il fait pas 2 mètres lui, hein? Si. Je crois qu'il est plus grand que moi. Il doit faire 2,04. Quelque chose comme ça. Je sais pas, il faudrait vérifier. Parce que vous êtes à 2,02, c'est ça. Il est très costaud. D'accord. Donc il y a eu ça. Il y a eu comme un gamin sur 6, je crois, en France aujourd'hui, le foot.
Ouais. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas tout le temps la balle. Et je faisais une tête de plus que tout le monde, donc j'allais bousculer un petit peu mes petits camarades. Donc rapidement, ça s'est arrêté aussi. Je n'étais pas particulièrement talentueux. Il y a eu le tennis, et effectivement, mais je crois que j'étais pas très terrestre tout court. Et la natation est arrivée tout simplement parce que mes parents donc habitent à Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France. Et ils ont eu la chance de pouvoir faire construire une piscine. Il a fallu que j'apprenne à nager, tout simplement. Et donc, vous avez appris à nager à quel âge ? À 8 ans, je crois. Ah ouais, tardivement en plus, ça. Ah ouais, à 8 ans, parce que bon, c'était pas le... Et ça a été une révélation ? Une passion ? Révélation d'une passion ? Vous avez eu envie de continuer tout de suite ? Je crois que ça a été très très naturel, ouais. Très très naturel. J'adore, même jusqu'à encore aujourd'hui, c'est très difficile pour moi d'en parler en termes justement. Parler, de ne pas pouvoir le coucher sur le papier, parce que j'ai vraiment un rapport très particulier avec l'eau, que je ne pourrais pas décrire en sensation D'ailleurs, vous êtes mis à écrire, ça vous me l'avez dit hors antenne, je le dis pour nos auditeurs, c'est un scoop. Vous préparez 2 romans, Yannick Agnel, c'est ça ? Oui, une traduction et un roman, tout à fait. Qui n'ont pas grand-chose à voir, vraisemblablement, avec la natation, justement, parce que je souhaite m'en émanciper un petit peu, mais ça m'a construit, ça fait partie de moi en tout cas. Et alors cette passion pour la natation, vous la partagez avec les enfants des quartiers défavorisés, c'est important de le dire, à travers le programme Viens on nage, qui a été imaginé par votre agent et votre deuxième maman, m'avez-vous dit, Sophie Camoun, qui est une ex-nageuse internationale qu'on connaît. Vous parrainez ce programme. Transmettre, ça permet d'inclure, et pourquoi est-ce que c'est important de leur apprendre à nager à ces petits, justement ? C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, je parlais sur un ton à moitié moralisateur tout à l'heure de la sédentarité, mais on a un énorme problème de noyade aujourd'hui en France. Je ne suis pas le premier à en discuter, malheureusement. On a à peu près 1300 gamins qui se noient par an, et en fait, on a un enfant sur 2 qui rentre au collège qui ne sait pas nager. Dans un pays où, jusqu'à preuve du contraire, c'était quand même plutôt la base, et pour tout un tas de facteurs. Et on s'est dit qu'en tant qu'ancien athlète, ancien nageur, nageuse de haut niveau, il était de notre devoir de faire quelque chose pour endiguer un petit peu tout ça. Et donc, effectivement, on essaie d'officier avec nageurs et citoyens, donc dans les quartiers, surtout où ils ont le moins accès à des infrastructures dignes de ce nom, et où le budget peut être un peu compliqué, le temps alloué aussi par les parents à amener les enfants, bref, tout un tas de raisons. Et en fait, on essaie de mettre des nageurs, des nageuses de l'équipe de France au service de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'on va leur faire prendre leur première leçon de natation, donner leur première leçon de natation par des championnes et des champions. Et peut-être, qui sait, ça fera des beaux souvenirs et peut-être des grandes carrières. Ouais. Super. Et puis en 2 mots aussi, je sais que vous adorez les jeux virtuels. Donc, parce que vous êtes directeur des sports, donc de MCES e-sport. Alors moi j'ai découvert ça en travaillant cette émission. Racontez-nous en 2 mots ce que c'est. J'ai toujours été, je suis né avec une manette entre les mains. Je suis vraiment la génération jeux vidéo. Donc vous, c'est les livres et les jeux vidéo, c'est ça ? Oui, musique aussi, beaucoup de choses différentes. Mais oui, jeux vidéo complètement. Je suis né avec une Mega Drive, avec les Super Nintendo. Ça parle à notre réalisateur, il m'a dit attention, pas oublier de... Donc je fais partie vraiment de cette génération-là, et ça m'a toujours accompagné, y compris pendant ma carrière sportive, parce que c'était un moyen pour moi, avec l'émergence d'Internet et des jeux en ligne, de pouvoir rester en contact avec mes amis, avec ma famille, peu importe l'endroit où je me trouvais dans le monde. Donc ça a toujours été très important, et à la suite de ma carrière, ça a été un enchaînement de rencontres, notamment avec du coup celui qui est devenu le créateur de cette structure MCES, qui est un club d'e-sport, où on a à la fois une partie qui est professionnelle avec des joueurs donc professionnels qui, pareil, officient sur les plus grandes compétitions internationales, vraiment, et puis une partie plus amateur qui fait office de club de quartier, où on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre le meilleur du sport au service de l'e-sport, et faire comme dans n'importe quel club de foot par exemple. Et bien là, ce serait peut-être 1h30, 2 heures avec moitié sport, moitié jeux vidéo, encadré avec des coachs, et pourquoi pas encore une fois détecter pour qu'ils puissent vivre leur passion pleinement. J'adore l'idée. Merci Yannick Agnel. Merci à vous d'écouter Sud Radio si vous nous rejoignez. C'est excellent en compagnie de notre champion Yannick Agnel. Vous allez découvrir tout de suite Essential Robotics, une start-up grenobloise spécialiste de plateformes médicales robotisées à travers sa directrice exécutive des dispositifs médicaux innovants. C'est parti.
Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir Laurence Chabana. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue dans cet excellent. Laurence Chabana, chez Essential Robotics, vous développez une technologie unique en robotique chirurgicale. Qu'est-ce que c'est exactement votre technique? Pourquoi est-ce qu'elle va révolutionner? Pourquoi est-ce qu'elle révolutionne déjà la pratique de la formation des chirurgiens et de la chirurgie en général? Alors effectivement, Essential Robotics, c'est une société qui a pour mission de renforcer la sécurité et la précision du geste chirurgical, tout garantissant vraiment une simplicité du geste pour le chirurgien. Et je vais vous donner un premier exemple très concret. Oui. Si, par exemple, vous devez vous faire opérer d'une hernie et que le chirurgien doit vous implanter du matériel pour stabiliser votre colonne vertébrale, notre dispositif, vous allez pouvoir bénéficier d'un scanner directement dans le bloc opératoire qui va ainsi produire une image en 3 dimensions de votre anatomie. Oui. Le chirurgien, du coup, il va pouvoir amener précisément ses instruments exactement là où il a prévu de faire son geste, comme il doit le traiter. Et donc, il va pouvoir faire ça de manière très peu invasive, avec toutes petites incisions juste pour passer son instrument. Et il va voir en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps grâce à l'imagerie qui aura été faite juste avant. D'accord. Et alors, d'où elle vous vient cette idée de concevoir une plateforme médicalisée pour les actes chirurgicaux? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans? La robotique chirurgicale, effectivement, c'est un domaine donc il y a quand même plusieurs années, on va dire, d'historique. Oui. Notamment dans la région grenobloise, on a un fort passé d'innovation dans ce domaine-là. Oui, d'ailleurs, je me permets de le dire pour les auditeurs, vous produisez tout à Grenoble et vous avez été lauréat du concours mondial d'innovation de BPI France en 2018. Tout à fait. Et donc, nos innovations consistent principalement à avoir unifié différentes technologies qu'on trouve dans les blocs opératoires, mais de manière, on va dire, séparée. Et donc, l'innovation majeure a été d'unifier tout ça dans un seul système pour que l'utilisateur, ce soit super facile pour lui. Il n'a qu'un seul appareil à manipuler, à gérer, à contrôler pour faire de multiples actions, de l'imagerie en 2D, de l'imagerie 3D, de la navigation chirurgicale, pour l'aider au mieux dans son geste. D'accord. Vous savez que ce soir, on est en compagnie de l'éminent professeur en chirurgie esthétique reconstructive, le professeur Maurice Mimoun. Professeur, est-ce que vous connaissez ces techniques? Est-ce que vous vous en servez? Les robots envahissent les blocs opératoires peu à peu. Est-ce que ça vous permet de mieux travailler, d'être plus précis, justement? Ça dépend des spécialités. Et il y a des spécialités où c'est absolument obligatoire. Il y a des spécialités où ça éclot peu à peu. Et voilà, donc c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire le chirurgien qui avait les mains dans le ventre et qui sentait les organes et ainsi de suite. Ça disparaît peu à peu. Vous savez, au début de ma carrière, on disait grand chirurgien, grande incision. Ça m'a toujours choqué. C'est plus l'incision. Maintenant, c'est l'inverse, non? Et maintenant, c'est l'inverse. Au lieu où vous me faites une toute petite. Alors, ça a été, on me fait une toute petite cicatrice, docteur. Et puis après, il y a eu la célioscopie. Maintenant, il y a les robots. La main, c'est déjà un outil incroyable, parce qu'on s'étonne pas de la main, mais la main, c'est quelque chose de formidable. Et c'est difficile pour un robot de dépasser la main, mais ils y arrivent peu à peu. Alors justement, Laurence Chabana, Monsieur Mimoun, il est spécialiste, c'est un des premiers, on va y revenir tout à l'heure, c'est le premier d'ailleurs à avoir changé complètement la peau d'un grand brûlé en faisant une greffe totale. À quoi un robot qui peut remplacer la peau des grands brûlés, par exemple? Est-ce que la technologie va être assez poussée bientôt pour qu'on puisse arriver à des techniques aussi précises? Alors, effectivement, il y a un petit peu 2 domaines différents en chirurgie. Donc, il y a ce qu'on appelle les tissus durs, qui sont les os. Et là, effectivement, c'est des structures qu'on arrive, on va dire, facilement à repérer dans l'espace et à modéliser pour savoir effectivement comment les replacer, les différents segments osseux, les uns par rapport aux autres, par exemple lors d'une fracture ou d'un traumatisme. Les robots qui vont plus s'adresser ce qu'on appelle la chirurgie des tissus mous, du coup. Effectivement, là, il y a encore des modèles à développer, à innover pour pouvoir un jour répondre à ça. Mais il y a des technologies déjà qui existent. Alors, je pense peut-être pas à la chirurgie esthétique, mais des chirurgies du crâne et puis des chirurgies aussi
tous les appareils digestifs. Voilà, Merci pour votre témoignage, Laurence Chabana. Je rappelle pour nos auditeurs qu'on peut retrouver toutes les nouveautés de Essential Robotics sur votre site qui est www.essential, ECENTIAL-6 robotics avec CS à la fin.com. Merci et prenez soin de vous. C'est excellent sur Sud Radio avec le champion Annick Agnel qui est rejoint à l'instant par le professeur en chirurgie esthétique reconstructive Maurice Mimoun. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Si vous nous rejoignez, il vous reste encore une bonne demi-heure en compagnie du champion olympique de natation et homme engagé Yannick Agnel et du président de la Société française d'études et de traitement des brûlés et chef du service esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, le professeur Maurice Mimoun. Bonsoir professeur Maurice Mimoun, bienvenue sur Sud Radio. Alors professeur, quand je dis que vous êtes un magicien, je mâche pas du tout mes mots, puisque vous avez été le premier à réaliser, je le disais tout à l'heure, en 2016, à l'hôpital Saint-Louis à Paris, une greffe de peau sur un homme brûlé, sur la quasi-totalité du corps, en prélevant des lambeaux de peau sur son frère jumeau homozygote. Alors ça, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire, parce que je le répète bêtement. Homozygote, il suffit pas d'être jumeau, il faut être issu du même œuf, c'est-à-dire il faut être identique génétiquement. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de greffer de la peau sur tout un corps? Pourquoi c'est une première mondiale et pourquoi voilà. Il y a plusieurs choses. Oui. Parce que d'abord, enlever la peau de quelqu'un sur toute sa surface, vous comprenez bien qu'il en meurt. Oui. L'homme sans peau meurt. Toujours, l'homme mal dans sa peau peut mourir aussi. Moi, vous voyez, comme je travaille l'image du corps et le corps, j'ai les deux registres. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que effectivement, dès qu'il y a une surface de peau atteinte, brûlée, on est sujet à l'infection, on est sujet à la température qui baisse, donc les gens meurent d'être découverts. C'est comme si on n'avait pas de manteau et qu'on était dans l'Antarctique. Donc à un moment donné, il vaut mieux être couvert. Et plus cette surface est grande, plus on a des malchances de mourir. Il y a la règle de Beau, qui était mon patron, on additionne l'âge et la surface brûlée, c'est-à-dire si on est brûlé à 50% et qu'on a 50 ans, on atteint 100. Et 100, et on n'a plus que 10% de chances de survie. Ah ouais. Et donc à 20 ans, si on a 40% de surface brûlée, on risque de s'en sortir. Mais si on a 60 ans, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et alors, comment vous avez procédé du coup pourquoi est-ce que cette fois-ci, vous avez réussi à greffer la totalité de la peau et pas avant, par exemple? C'est une belle histoire parce que d'abord, c'est Franck qui a été brûlé. C'est un être, je lui rends hommage, c'est une famille, un être extraordinaire. Parce que, alors, ce que je veux dire d'abord, c'est parce qu'il a eu la volonté de vivre. Bien sûr. Et pareil, et avec sa famille. Et puis, quand dans un centre de brûlés, on a un homme jeune d'une trentaine d'années qui était sportif, qui écoutait de la musique de son temps, qui avait toutes les qualités, et qui arrive brûlé à plus de 95%, on sait que ses chances de survie sont quasi nulles. Et là, vous avez, comme il y a beaucoup d'infirmiers, de paramédicaux, de médecins qui ont le même âge, il y a une sorte d'ambiance qui est très très triste. Pendant 2-3 jours, c'était comme ça. On a parlé même de dire s'il fallait continuer à le traiter ou pas. Moi, j'ai résisté, mais j'ai toujours l'espoir qu'on y arrive. Et puis un jour, le réanimateur est venu me voir, Mourad, et m'a dit, j'ai vu son frère, c'est son jumeau homozygote. Et là, tout d'un coup, c'était le soleil dans ce pays de pluie, qui était là. Et à ce moment-là, on s'est dit, j'ai vu le frère qui me dit tout de suite, je veux donner ma peau. Ah, c'est beau. Mais comme le disent beaucoup de patients, ils ne savent pas qu'on ne peut pas le faire parce que la peau rejette toujours si on n'est pas homosexuel. Je veux donner ma peau, et pour lui, c'était essentiel. Et je crois que s'il n'avait pas pu la donner, il serait mort. Ouais, de toute façon. Ouais. Donc cette personne était elle n'avait pas de choix. Elle était morte. En plus, c'est son double, c'est son frère. Ils s'étaient liés intimes. C'était incroyable. Sauf que il y avait un vide juridique et que c'était pas permis. C'était pas interdit, mais c'était pas permis. Ouais. Donc je dis on le fait. Et alors, on commence à me faire des résistances en me disant c'est pas facile, etc.
On arrive à avoir les autorités, enfin toutes les personnes, le préfet, les choses, et ils passent devant une commission. Vous voyez qu'en France, il y a des choses qui tournent bien. Parfois, l'administration va vite. Oui, très vite, et qui dit oui. Alors, je l'avais coaché pendant tout le dimanche, parce qu'on devait le faire le lundi. C'est comme s'il passait un examen. Il était là, il fallait pas qu'il rate. Il voulait absolument le faire. Et, il s'appelle Eric, et il a donné sa peau pour l'autre, et son frère est recouvert de la peau de son frère. Quoi. Quelle belle histoire d'humanité. Ouais, formidable. Alors, quand on est chirurgien, professeur Maurice Mimoun, on repousse les limites, clairement. D'ailleurs, vous le racontez ça dans votre ouvrage L'impossible limite, carnet d'un chirurgien que vous avez sorti chez Albin Michel en 96. Est-ce qu'être un excellent chirurgien, ça veut dire donc repousser les barrières du possible? En l'occurrence, c'est un exemple. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un sujet commun avec Yannick. J'allais y venir, justement. Non, mais je me suis reconnu dans le désir, en tout cas. C'est repousser les limites. On est toujours confronté à cette histoire de limite, déjà, dans notre métier. La peau, c'est la limite entre le dehors et le dedans. Le beau, le laid, la mort, la vie. Le handicap, le normal. Qu'est-ce que le normal? Qu'est-ce que la normalité? C'est une bonne question. Et donc oui, on est là toujours pour repousser à plus loin. Puis quand on est médecin, on essaye toujours d'aller au mieux possible, c'est-à-dire de repousser les choses en espérant toujours un peu plus. Et puis il faut être endurant, on en parlait hors antenne de l'endurance, mine de rien, parce que quand vous greffez la peau de quelqu'un, c'est beaucoup de patience. La chirurgie, c'est difficile, lourd et fatigant. C'est fatigant parce qu'on opère toute la journée, il faut aussi consulter, c'est un métier aussi intellectuel, le sport est un métier intellectuel, les métiers manuels, je le défends toujours, n'importe lesquels sont des métiers intellectuels, on ne peut pas monter un mur si on n'a pas réfléchi. Si on ne fait pas fonctionner le cerveau. On ne fait pas fonctionner le cerveau, donc il y a une sorte de... Moi j'ai un service, je dirige d'autres chirurgiens, c'est tous des pilotes de Formule 1. C'est des grands sportifs. C'est des Claude Lelouch qu'on a eu ici une fois qui comparait ces grands comédiens aussi à des grands sportifs qu'il faut driver. Quand on parle d'endurance, vous Yannick, c'est la même chose en fait. On est vraiment Yannick Agnel sur cette idée de l'endurance dont vous avez dû faire preuve dans votre métier quand vous étiez grand sportif et celle dont vous faites preuve aujourd'hui aussi dans la vie de tous les jours, etc. Tout ça, c'est un courant qui vous a inspiré et qui a déterminé votre chemin de vie en fait. Oui, peut-être que j'ai toujours été besogneux, mais enfin, la différence qu'on a, nous, avec les chirurgiens, qui sont ce sont des sportifs, mais qui ont dit un peu bizarrement la mort pour hypothèse de travail, quoi. Donc, nous, c'est joliment dit. C'est pas la même pression derrière. C'est pas le même enjeu, C'est pas le même enjeu. Au contraire, ça a été justement, c'est une conversation que j'aurais aimé avoir avec vous longuement, de savoir comment est-ce que vous gériez cet état de fait, de savoir que vous faites le maximum et que vous essayez de repousser et que vous sachiez que... Je crois que c'est un état d'esprit, vous l'avez, vous êtes entêté, vous avez voulu, vous avez dit que vous êtes besogneux. Moi, je crois qu'on n'obtient rien sans travail. Il y a une sorte de fausse facilité des choses. Après, on peut être doué ou pas, c'est un autre débat. Et, à part le travail, on n'obtient pas tout, mais il faut du travail pour arriver au sommet. Et c'est vrai que dans mon métier, le sommet, c'est sauver des gens, c'est les réparer. Est-ce que c'est ça le secret de l'excellence aussi, selon vous, Maurice Mimoun ? Le secret de l'excellence, c'est de se consacrer totalement à ce que l'on fait. À sa passion, et d'avoir la chance d'avoir choisi un métier pour lequel on est fait pour ça. Je pense que toutes les personnes ont un secteur où ils peuvent être doués, pratiquement tout le monde. Simplement, de temps en temps, on ne tombe pas sur le bon. On ne le sait pas toujours. Quand on a la chance d'être dans le secteur où on est le plus doué, c'est formidable, quoi. Et alors, du coup, on s'arrête plus. Ça vous parle, ça, Yannick ? Oui, complètement. Ouais. Complètement, puisque je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, moi, la natation, c'est un milieu pour lequel j'étais probablement doué, probablement talentueux, mais pour lequel je me sentais pas fait.
D'accord. Je me suis jamais senti fait pour la natation. Je me suis jamais senti particulièrement fait pour le sport. C'est un milieu qui me passionne puisque j'aime. C'est un des seuls moments, par exemple, d'unité nationale quand on parle de Coupe du Monde de football. Il y a une émotion qui sourd des événements sportifs qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Peut-être dans l'e-sport. Mais vraiment, je me sentais pas fait pour ça, et donc je suis presque plus heureux maintenant, une fois que tout ça est terminé, et que justement j'ai trouvé, je pense, ce qui me rend heureux et ce qui est en phase avec ce que j'aime faire et ma besogne. C'est vrai que c'est pas évident. Le seul conseil que je pourrais donner aux gens, c'est d'oser. Alors parfois c'est dur, parfois c'est lourd. On se met tout un tas de limites. On se met tout un tas de limites, mais j'ai le remarque. Professeur le premier, c'est on voit, il y a une notion de défi. Oui. Et ça, c'est un point commun. Il y a une notion de défi. Moi, je me résous jamais au départ à abandonner. Je ne dis pas qu'on peut toujours gagner, mais il y a une notion de défi quand on a un patient en face pour de la réparatrice, voire pour lui sauver la vie. Je vois toujours le bout du tunnel avec de la lumière. J'essaye toujours de voir. Et après, il faut y arriver, mais il faut mettre tout ce qu'on a, quoi. Tout ce qu'on a là-dedans. Et alors, oser, évidemment, il faut oser. Moi, je viens, alors, vous avez vécu avec des parents sportifs. Moi, j'avais un père qui était inventeur. Oui. Il osait, lui, du coup. Et j'avais un atelier, et donc il y avait un atelier avec des tas d'outils. Donc, je savais que j'étais manuel. Merci à tous les deux. Vous êtes bien sur Sud Radio avec le champion national de natation Yannick Agnel et le chirurgien spécialiste de la chirurgie reconstructive des grands brûlés, Maurice Mimoun. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la dernière partie de votre émission C'est excellent, l'endroit de partage de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. Ce soir, on crée le lien sur Sud Radio entre le sport de haut niveau et la chirurgie d'excellence. Grâce à mes deux invités, le champion olympique de natation Yannick Agnel et le professeur en chirurgie esthétique reconstructive spécialisé donc dans les grands brûlés, Maurice Mimoun. Professeur Maurice Mimoun, on va parler un tout petit peu actu. Vous qui nous écoutez, d'ailleurs, vous êtes certainement demandé ou posé la question. Il y a 2 jours, il y a eu la légalisation, 2 ou 4 jours, de l'euthanasie en Espagne, qui devient le 6e pays mondial à l'autoriser. Ce sujet qui revient logiquement sur la table en France assez régulièrement aussi. Un sujet que vous avez abordé, Maurice Mimoun, dans votre livre qui est sorti en 2014 chez Albin Michel, qui s'appelle « La mort peut attendre ». C'est joli comme lapsus. Vous vous y demandez notamment si on peut décider de la mort d'autrui. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi sensible en France et est-ce que vous ne croyez pas au droit à disposer de sa propre vie finalement ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de décider de mourir ? Camus l'a dit, le droit au suicide, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever on ne peut pas interdire le suicide. Donc je ne prône pas du tout. Bien sûr. On faut tout faire pour l'éviter. Mais pourquoi c'est tabou comme ça, la mort ? Écoutez, pour un médecin, je vais vous dire, un médecin, nous, on a 2 choses, c'est sauver les vies et soulager la souffrance. Oui. Il faut se promener entre ces 2 concepts pour arriver à faire le mieux. La mort peut attendre, ça veut dire que légiférer sur un problème qui est quelque chose d'infini, comme ça, c'est difficile parce que c'est donner le pouvoir à un homme sur un autre homme. Et c'est ça qui est un peu limite, en fait. L'impossible limite, j'ai écrit sur l'impossible limite parce que dès qu'on met une limite, c'est déjà qu'on va la dépasser et qu'on va aller plus loin. Donc il faut se méfier de cette chose-là, mais on doit absolument ne pas faire souffrir les gens, on doit absolument les soulager, au risque de raccourcir la vie. Ça, on sait, en prenant un cachet d'aspirine, on peut mourir. Donc là, il y a pas de... Vous m'aurez appris quelque chose ce soir. Il n'y a pas de phénomène là-dessus, mais je me méfie. Alors on dit il faut le discuter en équipe, mais vous savez, dans les équipes, il y a des forts, il y a des faibles, il y a des beaux parleurs, c'est aussi compliqué. Je préfère presque le patient qui donne sa confiance. D'abord, il donne ses dispositifs. Là, il y a aucun problème, et puis il donne sa confiance à une personne qui est son médecin. Et il voit un peu ensemble les choses. Mais moi, je ne veux pas qu'on me donne le pouvoir de cette chose-là. Je pense que
Je ne le veux pas, je pense que c'est dangereux, je pense qu'on peut se tromper, mais par contre, on se doit absolument de ne pas faire souffrir les gens, au risque de temps en temps de pas s'acharner, quoi. Il faut absolument pas s'acharner, mais c'est très difficile parce que, évidemment, on peut se tromper, et on peut se tromper dans les deux sens. Donc c'est un sujet qui est très aigu, qui est très difficile. Je veux pas caricaturer, c'est très difficile, quoi. Il faut, vous voyez, j'ai du mal à en parler parce que j'ai écrit un livre qui est mon expérience avec un patient qui était mon ami, qui me l'a demandé, qui est revenu dessus. Et le problème, c'est l'accompagnement dans ces moments-là, qui doit être très précis, et par manque de moyens, souvent, malheureusement, il n'y est pas. Mais voilà, donc je ne veux pas du tout caricaturer. Dans mon livre, j'ai essayé de ne pas caricaturer, pas prendre parti de manière parfaite, parce que c'est trop facile, et de montrer que c'était délicat. Alors, il y a un autre sujet d'actu, c'est la gestion de la crise Covid qu'on vit tous en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette gestion de crise qui est orchestrée par notre gouvernement ? Écoutez, la première chose, c'est... je crois qu'on devrait dire plus souvent « on ne sait pas ». Oui. Voilà, donc, pas avoir honte de dire on ne sait pas, effectivement. Pas avoir honte, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas, personne ne savait, on sait un peu plus, on ne sait toujours pas tout. Vous voyez, quand une chose arrive, une autre chose derrière. Donc, à la fois, je suis indulgent parce que personne ne savait, et puis je n'ai pas trouvé dans le monde entier des personnes qui ont vraiment géré cette crise mieux ou moins bien qu'ici. Il y a eu des biens, il y a eu des moins bien. Ce que je sais, donc je pense qu'on a été un peu sévère à un moment donné, à d'autres moments un peu moins. Voilà, donc il y a eu des erreurs manifestes, il y a eu des choses qui ont été mieux, mais aujourd'hui, le virus est partout. Et je peux vous dire, dans les hôpitaux, j'ai fait le tour de toutes les réanimations avec mon directeur là récemment. Le virus atteint des gens plus jeunes, et sans comorbidité. Je veux faire peur à personne, mais c'est... Est-ce que c'est pas parce qu'on vaccine, il y a plus de gens âgés qui sont vaccinés qu'on récupère plus de... Ou c'est le variant, je ne sais pas. C'est le variant. Il faut se faire vacciner, professeur Maurice. Bien sûr, il faut se faire vacciner. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs à Sud Radio qui sont assez réfractaires, donc il faut peut-être leur faire passer le message. Alors, le vaccin, c'est comme tous les médicaments, on ne sait pas s'il n'y a pas un certain nombre de... C'est un certain nombre de risques, mais c'est évident pour les gens d'un certain âge, et c'est un devoir civique par ailleurs. Oui. Voilà, donc à un moment donné, on peut pas faire autrement. Mais actuellement, il est partout, et c'est vraiment, on décommande dans les hôpitaux, donc ça devient très problématique. Yannick Agnel, vous l'avez eu, vous, le Covid ? Oui, la Covid, pardon. Oui, je préfère le Covid. D'accord. Ok. Question esthétique. Ok, je suis pour, moi. Oui, je l'ai eu. Ça, voilà, si tout le monde l'avait eu comme vous, ça serait bien. Comme moi, on n'aurait pas arrêté l'économie, je pense. Mais malheureusement, mais vous l'avez senti quand même passer malgré votre jeune âge. Je peux vous dire que je l'ai senti passer, et que justement, c'est parce que il y a des gens qui sont en situation de comorbidité, qui sont fragiles, et ces populations fragiles-là, qu'il faut qu'on fasse tous attention. J'ai eu l'honneur de lire une partie des mémoires de mon grand-père récemment. Oui. Qui a donc fait l'armée, et qui racontait à l'époque où il arrivait dans l'armée qu'on les obligeait à se vacciner, un vaccin avec un acronyme dont j'ai plus le nom en tête, la typhoïde, quelque chose, je sais plus, et c'est un vaccin où à l'époque on leur disait bon, on vous vaccine, et pendant 2 jours vous ne mangez pas. Vous êtes en situation, vous ne mangez pas, sinon vous risquez gros. Et il y a un de ces types, un de ses camarades de chambrée qui avait dit moi j'en ai rien à foutre. Je vais manger, je suis plus fort que tout le monde. Bon, il est tombé dans le coma, ils l'ont plus jamais revu. Et pourtant, personne ne remettait en cause à ce moment-là l'efficacité du vaccin. Donc je me dis des fois, ce serait pas mal de faire un pas en arrière et prenons de se dire, un peu de hauteur, comme vous le disiez, prenons un peu de hauteur. On sait évidemment qu'on n'a pas un recul énorme, mais depuis 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant de médecine moderne, on sait que le vaccin, c'est quand même peut-être le truc qui va nous sortir. Ça a un peu sauvé l'humanité plusieurs fois déjà. Donc voilà, ça fait un moment qu'on a plus. Si on n'avait pas de vaccin, on ne s'en sortirait pas. Bien sûr. Là, je crois que cette pandémie sera vue, et j'espère qu'on en sortira bientôt, dans 10 ans, comme un progrès énorme de la médecine. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les hôpitaux sont pleins,
et qu'il y a 300 morts par jour. Donc c'est quand même, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas rien. Ouais. Bon, on va changer un peu de sujet et puis assez rapidement, je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités, que j'ai volée à notre partenaire Laurent Vimont, que je crois que vous connaissez. J'ai eu les petites infos. Yannick Agnel. Voilà, mais je raconterai hors antenne ce qu'il m'a dit de vous. Donc, notre partenaire, qui est le PDG de Century 21, a posé sur Twitter cette question. Et je vais commencer avec vous, Yannick, puisque vous le connaissez. Que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes aujourd'hui ? Quel bordel. Ok. Non, j'ai toujours vécu en essayant d'avoir le moins de regrets possible. Et j'avais d'ailleurs ce questionnement-là un petit peu hier avec des amis, où l'un d'entre eux me disait si ma vie s'arrêtait demain, ça serait une catastrophe. Ouais. Et j'ai tu serais pas là pour savoir si c'était une catastrophe ou pas, mais je trouvais que si ça s'arrêtait demain, au malheur, ça serait bon. J'aurais vraiment zéro regret. Vous en êtes bien sorti, quoi. Je me suis marré. Il se passe tout le temps des trucs. Ouais. Je m'ennuie rarement. Je rencontre des gens formidables. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. J'ai une chance inouïe. J'ai l'impression de flotter en permanence dans un monde où très riche, quoi. Très 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 riche et puis vraiment beaucoup de chance. Donc je pense que l'enfant serait content, serait plutôt content. Et fier. Oui, je pense aussi. Et j'espère que c'est pas terminé. On espère aussi pour vous, Yannick Agnel. Le professeur Maurice Mimoun, donc qu'est-ce qu'il dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui ? Il dirait qu'il regarde encore son métier comme un enfant. Ah ouais ? Vous avez gardé une âme d'enfant ? J'ai gardé une âme d'enfant et j'ai surtout gardé toujours le même appétit et le même émerveillement. J'ai toujours l'impression encore de m'améliorer. Je dis ça toujours à mes internes. C'est incroyable. C'est un métier où on peut toujours progresser. D'accord. Et c'est formidable. Et puis, je dirais aussi, cet homme-là, il n'a pas de regrets. Ouais. Et est-ce que vous vous rêviez chirurgien quand vous étiez petit ? Je me rêvais chirurgien puisque... Oui, c'est une vraie vocation chez vous. Oui, c'était une vraie vocation. Je ne savais pas que j'allais faire de la chirurgie plastique. Ouais. Mais vous ne saviez pas que vous alliez devenir magicien, quoi. Après, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a un côté artistique là-dedans aussi, auquel je ne savais pas que j'allais être sensible. Et c'est un métier, je ne vais pas vous faire l'apologie, c'est un métier qui mélange tout, c'est formidable. Il y a le côté artistique, il y a le côté technique, il y a le côté intellectuel, il y a le côté contact avec le patient, prise en charge psychique, donc tout ça, recherche. Vous savez que je veux dire un mot sur Skin for All, c'est-à-dire que suite à ce grand brûlé, j'ai fait une fondation qui est Skin for All, la peau pour tous, parce que pour pouvoir refaire ce que j'ai fait chez ce jumeau, il faut trouver une peau qui ne soit pas rejetée, c'est-à-dire une peau magique. Ça se cultive la peau ? Ça se cultive la peau, mais il faut, pour qu'elle ne soit pas rejetée, c'est la peau pour tout le monde. Une fois qu'on saura faire cette peau pour tout le monde... ça va être énorme. Donc avec Frédéric Picard, on a développé ça et j'espère que ça va, on va aboutir dans nos recherches. Écoutez, en tout cas, bravo à tous les deux. Votre parcours, il est exemplaire et je pense que les jeunes qui nous écoutent, ils ont peut-être découvert quelques vocations ce soir. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs et je vous remercie. Merci. C'était excellent, donc. Et je rappelle pour tous que le programme qui apprend aux enfants défavorisés à nager, dont Yannick Agnel est le parrain, se nomme Viens, on nage. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie d'ajouter ? Merci déjà. Mais c'est gentil, je vous en prie. De nous avoir accueillis dans votre belle radio. Précisément par rapport à la natation, faites attention. On a surtout tendance à baisser en vigilance quand les enfants ont déjà pris une ou deux leçons de natation et c'est souvent le moment où justement ça arrive et où ils ne sont pas encore aptes à être totalement en sécurité dans l'eau. Donc faites attention avec l'été qui arrive. Et alors pour vous, professeur Maurice Mimoun, on peut retrouver tous vos ouvrages chez les bons libraires. Vous avez donc cette fondation Skin for All. Vous avez autre chose à dire que vous avez envie qu'on mette en avant ? Je vais dire, puisqu'on a parlé aux enfants, on va parler aux enfants. On va leur dire, osez faire vos rêves.
Oser, de l'audace, toujours de l'audace. Merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio et prenez soin de vous surtout. Merci à vous de votre fidélité, de votre écoute fidèle, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, on revient dimanche prochain à 19h pour de nouvelles aventures sur Sud Radio. Un gros bisou à Quentin Cabanis, le réalisateur de cet excellent, à Laura de l'équipe web, on va y arriver, et à Méloane Rock. Cet excellent est en podcast et en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr. Les réseaux sociaux aussi. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.